Bonjour Alizée Lozakmer, bienvenue. Bonjour, Vous merci. êtes cofondatrice, directrice des partenariats de Make Sense. C'est une association que vous avez créée en 2010. C'était quoi l'idée, l'ambition de départ de Make Sense ? L'ambition de départ, elle est assez simple. Elle était, en 2010, on est un groupe d'étudiants et on voit qu'il y a de plus en plus de gens et beaucoup de jeunes qui ont envie de s'engager, qui ont envie de se rendre utiles et qui commencent à sentir qu'il y a des enjeux qui se multiplient. Et on se dit, comment est-ce qu'on peut permettre à toutes ces personnes de s'engager qui ne savent pas forcément comment le faire ? Et puis en parallèle, il y a un mouvement qui émerge et qui est celui de l'entrepreneuriat social et environnemental ou de l'entrepreneuriat impact. Et on se dit, en fait, on va permettre à des entrepreneurs de se connecter avec des gens qui ont envie de les aider, d'organiser des ateliers, des programmes d'accompagnement pour que les uns se sentent utiles et aident au développement des entreprises positives des autres. Alors, quelques chiffres d'une décennie d'engagement, 200 000 personnes engagées, 8 000 entrepreneurs soutenus, plus de 400 partenaires institutionnels et une équipe de 120 personnes. 120 personnes, c'est beaucoup. Qui vous finance ? Vous êtes une association ? Depuis 10 ans, on a développé différentes activités. On a le cœur de notre activité qui est une activité non lucrative, donc qui est l'engagement des citoyens, l'accompagnement des entrepreneurs, qu'on finance avec des partenaires. Ça peut être des partenaires publics, ça peut être des sponsors, ça peut être des fondations. Et puis, on s'est aperçu que toutes les méthodes qu'on développait pour créer de l'engagement et accompagner des projets étaient utiles aussi pour les entreprises plus traditionnelles qui avaient, elles aussi, envie de se transformer, de former leurs collaborateurs, de développer des nouvelles façons de faire. Donc, on accompagne aujourd'hui plusieurs centaines d'entreprises ou d'institutions dans leur transformation. Et donc, c'est aussi des services qui nous permettent de développer notre modèle économique. D'accord, parce que ces services, ils sont financés par les personnes qu'on accompagne. Ok, c'est bien compris. Vous avez initié récemment une tribune pour défendre l'action comme seul remède à la crise. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est notamment les actions individuelles, nos gestes du quotidien. Pourquoi vous avez tenu à signer cette tribune ? En fait, on a pendant longtemps parlé des colibris, des petits pas, de dire que chacun pouvait contribuer. Et puis depuis quelques années, on se rend bien compte que ça ne suffit pas et qu'il y a aussi la responsabilité des entreprises, des institutions, des politiques pour changer. Mais de l'autre côté, on n'a pas non plus envie de tomber dans chacune de nos actions ne sert à rien et donc tout repose sur les entreprises ou les institutions. Oui, c'est l'aquabonisme en quelque sorte, quoi. Et donc on s'est dit, oui, l'action individuelle n'est pas suffisante, elle reste nécessaire, elle reste à la fois nécessaire pour montrer aussi à nos dirigeants qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain, mais elle est aussi nécessaire pour les personnes, puisque face à l'angoisse montante, parfois, on le voit notamment chez les jeunes, face à la situation notamment climatique, agir, c'est une certaine forme d'optimisme et une façon en fait de se mettre en mouvement, même si on a l'impression que les enjeux nous dépassent. Ouais. Est-ce que vous êtes pour une transition radicale ? Vous êtes plutôt Jadot ou Rousseau ? Je ne sais pas si je suis Jadot ou Rousseau. En tout cas, je pense que revenir, alors radical, ça veut dire revenir à la racine, mais je suis plutôt pour une transition radicale dans la mesure où on le voit transformer aujourd'hui nos modèles à la marge. C'est bien, mais ça ne suffira pas. Et parfois, il faut revenir à l'essence même de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi. On le voit par exemple sur les émissions de CO2. Si on change les émissions de CO2, les 10-20 premiers % des émissions d'une entreprise, elles sont assez facilement... assez facile à réduire. Par contre, si on veut vraiment atteindre zéro, il faut changer le modèle dans son cœur. Ouais. Alors, il y a évidemment beaucoup de leviers de la transition. On les détaille ici tous les jours. Il y a celui des consommateurs, il y a celui évidemment des talents à embaucher, celui de la finance qui est majeur, et puis le cadre réglementaire. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tous les lister, mais je voudrais commencer sur les consommateurs et ce que vous prônez, et avec l'exemple de l'application Yuka. Je trouve que c'est très intéressant, la résistance du secteur de la charcuterie aujourd'hui, qui attaque Yuka, qui essaye vraiment de freiner le mouvement Yuka. Comment vous analysez ce qui est en train de se passer, vous qui conseillez des entrepreneurs dans leur transition ? Ce qu'on voit, c'est que d'un côté, il y a les citoyens, les consommateurs qui ont envie de consommer mieux. Et la force de Yuka, c'est de les agréger. Et on dépasse juste des actions individuelles et ensemble, on montre, regardez, il y a des millions de personnes qui veulent consommer différent. Et c'est cette organisation des actions individuelles qui crée du pouvoir face aux législateurs ou face aux entreprises. Évidemment, les entreprises de l'autre côté n'ont pas forcément intérêt direct, ou en tout cas certaines estiment qu'elles n'ont pas un intérêt direct à se transformer. Je pense que le principal problème, c'est qu'aujourd'hui,
il y a une prime au vice, comme on l'appelle, c'est-à-dire que produire en polluant n'est pas valorisé à son juste coût. Et donc, en fait, ça coûte moins cher de polluer ou de faire fabriquer à l'autre bout de la planète que de le faire dans le respect de l'environnement et des personnes. Et donc, les entreprises, si elles regardent uniquement leur compte de résultats, en fait, mal faire coûte moins cher. Et donc, aujourd'hui, c'est une vision court-termiste. C'est une vision extrêmement court-termiste parce que, évidemment, il y a déjà les consommateurs qui commencent à pousser. Et puis, évidemment, qu'on payera tous, en fait, le prix un jour des catastrophes sociales et environnementales. Ouais, donc, ça veut dire on est en campagne présidentielle, elle a d'ores et déjà commencé. Il y aurait une mesure de modulation des taxes, peut-être, éventuellement, pour privilégier les entreprises qui sont à impact positif oui, tout à fait. et un peu freiner les autres, si j'ose dire. En fait, il faut qu'on réussisse à trouver des modèles pour payer le vrai prix des choses et donc que les externalités négatives soient payantes. Alors ça peut être en effet se dire on diminue la TVA ou on l'augmente en fonction des émissions CO2 par exemple. Et puis ça peut être créer une comptabilité avec à la fois la partie économique mais aussi environnementale et sociale et faire payer le juste prix des choses. Je voudrais qu'on parle de finance maintenant, la finance responsable qui pèse de plus en plus lourd. Est-ce que vous pensez que déjà il faut la canaliser pour savoir où on est? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se réclament de la finance responsable, beaucoup d'organismes financiers qui disent « ça y est, maintenant on y va », etc. Ouais. Je pense que la finance responsable dans son ensemble, c'est quand même une vaste blague dans la mesure où si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ces fonds qui se disent responsables, c'est rarement très, très joli. Aujourd'hui, je crois qu'on a un vrai problème, c'est-à-dire que même si on a des milliards à investir, en fait, il faut développer les entreprises qui seront elles-mêmes responsables. Et aujourd'hui, un fonds qui a des milliards à investir, il ne va pas trouver les entreprises. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas privilégier ou valoriser le chemin? Vous savez, c'est les entreprises même qui partent d'une énergie, d'une industrie carbonée, d'une histoire carbonée, et qui quand même sont en train de réaliser leur mutation. Et donc à ce moment-là, on les intègre quand même à un bilan de finance responsable. Vous voyez ce que je veux dire? Le chemin est clairement à faire, parce qu'on a la majorité des entreprises qui aujourd'hui ont besoin de se transformer. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que les fonds de la finance responsable investissent tous dans la transformation de ces entreprises. Et on le voit aujourd'hui même, alors c'est pas la finance responsable, mais les aides d'État qui ne sont sans aucune conditionnalité sociale ou environnementale. C'est un problème, puisqu'aujourd'hui, il faudrait que l'ensemble de l'argent public et de la finance responsable soit investi avec des vraies garanties de transformation, à minima, sociale ou environnementale. Ouais. Quand le directeur général de la Maïf, Pascal Demurger, qu'on a reçu ici même la saison dernière, dit « Le jour où Bayer a racheté Monsanto, on a vendu nos actions. On le fait pas seulement par conviction, mais aussi pour notre attractivité ». C'est intéressant parce que il y a pas mal de patrons qui commencent à dire ça. C'est-à-dire que c'est tout simplement notre cœur de business qui est en jeu avec les investissements et les choix de finances que l'on fait. Alors il y a à la fois les consommateurs, les clients, les sociétaires de la Maïf qui, en plus, comme c'est une assurance engagée, qui vont attendre ça de la Maïf. Et puis vous le mentionnez tout à l'heure, les talents. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes questionnent leur entreprise, mais qu'est-ce qu'on fait sur tel et tel sujet, et sont prêts aujourd'hui à partir si l'entreprise ne respecte pas un certain nombre de valeurs. On a beaucoup brassé d'idées et de généralités, mais je voudrais donner un exemple de secteur que vous avez conseillé, c'est celui des opérateurs téléphoniques qui ont adopté l'application Roger Voice. C'est quoi déjà Roger Voice ? Roger Voice, c'est créé par Olivier Janel. L'objectif, c'est de permettre aux personnes sourdes et malentendantes de téléphoner. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais en fait, quand on ne peut pas téléphoner, on se coupe d'un grand nombre de services et parfois même au péril de sa vie, puisqu'on ne peut pas appeler un médecin, on ne peut pas appeler les urgences. Donc, il a développé une technologie qui permet de traduire directement la voix en texte par la téléphonie. Et donc aujourd'hui, en effet, il est en partenariat avec les grands opérateurs téléphoniques qui sont obligés de proposer ce service-là, un service en tout cas d'accessibilité à leurs clients. Et quel rôle vous avez joué ? Alors Roger Voice, Olivier, moi je l'ai rencontré au tout début. Il avait son idée, il commençait à avoir la techno avec son associé. Et en fait, on l'a aidé à lancer le projet, à négocier les premiers clients, faire une première campagne de crowdfunding pour avoir des premiers fonds, puis progressivement à négocier avec les grands opérateurs. Et donc on le suit encore dans le développement progressif de son entreprise, donc sur des enjeux commerciaux, des enjeux humains, des enjeux de financement par exemple. Merci beaucoup, merci Alizé Losac-Meur. Bon vent à Make Sense. On espère vous retrouver bientôt sur Bismart. Notre débat maintenant sur la décarbonation des sites industriels.